Victime du phénomène climatique El Niño, la métropole sud-africaine du Cap pourrait échapper au scénario catastrophique de la coupure totale, à condition que les habitants n'aient désormais qu'à obtenir par jour 50 litres d'eau quotidien, alors que ceci, il faut également conditionner par l'arrivée des prochaines pluies qui sont attendues. Alors, si l'eau potable au Cap venait donc à manquer, certains craignent déjà la survenue d'inégalités sociales. Pire, la pénurie d'eau conduirait effectivement à des conséquences désastreuses dans les domaines de la santé, de l'agriculture, du tourisme, principal moteur économique de la ville baignée par l'océan Atlantique. Et elle n'est pas la seule. Le Caire, Ouagadougou, Bouaké ou Niamey, que sais-je encore, le problème du manque d'eau est à la limite continentale. Défi lié à l'eau, l'Afrique est-elle la grande victime du dérèglement climatique? C'est autour donc de ce grand thème que nous allons donc organiser cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Alain Tossounon. Il est journaliste spécialiste eau et environnement, coordonnateur régional du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Tossounon, bonjour. Oui, bonjour. Merci donc d'être sur ce plateau. C'est moi. En face de vous, c'est Saïd Rounkourou. Je ne le présente plus, un habitué déjà des lieux. Saïd Rounkourou, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Initiative pour un développement intégral durable. Merci encore une fois d'être là. C'est un plaisir. Alors la question, elle est cruciale. Quelques 180 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année. Nous apprendons, soit près de 500 par jour en Afrique au sud du Sahara, et ceci à cause de maladies diarrhéiques imputables la plupart du temps au manque de services d'eau et d'assainissement. Alors, est-ce que cette situation vous préoccupe et vous inquiète en tant que ONG? Je vous remercie. Je pense qu'il s'agit d'un sujet vraiment préoccupant. Comme vous le savez, l'eau, c'est la source de vie. Et on ne peut rien envisager sans l'eau. Avant même de parler des dérèglements climatiques, l'Afrique était déjà confrontée aux questions d'approvisionnement en eau, quels que soient les usages considérés. Quand je parle d'usage, il y a l'usage domestique, il y a pour l'agriculture, etc. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus inquiétant compte tenu du fait qu'avec les changements climatiques, avec ce qu'on observe, et surtout, prenant en compte les projections climatiques qui ont été faites ça et là, il y a lieu vraiment de se poser la question de savoir si, effectivement, l'Afrique n'est pas aujourd'hui la grande victime quand on parle surtout de l'accès ou des défis liés à l'eau. On va donc répondre à cette préoccupation tout à l'heure, M. Tossounon. Le continent africain dispose de plus de 5 milliards de 5 000 milliards de mètres cubes, par exemple, d'eau dans ces nappes phréatiques. Et en même temps, c'est le continent où la plupart, surtout 320 millions, par exemple, d'habitants, ne bénéficient toujours pas d'eau potable. Oui, c'est vrai. Et je crois que Saïd l'a dit. Parce que tout simplement, depuis plusieurs années, les États n'ont pas été capables donc, de rendre disponible. Donc l'accès n'est pas garanti donc, aux populations. Et aujourd'hui, avec le problème donc, du changement climatique, l'eau va se faire encore plus rare et on va constater effectivement que la disponibilité de l'eau sera plus difficile. On a le sentiment que l'eau est une ressource illimitée. Mais en réalité, l'eau est une ressource limitée. Pourquoi vous pensez que c'est un sentiment? C'est la vérité? Non. C'est naturel quand même. L'eau n'est pas une ressource illimitée. Ah oui? Oui, l'eau n'est pas une ressource illimitée. Et ça veut dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut absolument donc, gérer et bien planifier donc, sa gestion pour pouvoir donc, la garantir pour les générations futures. Donc il faut d'abord travailler à comprendre en réalité que cette eau-là peut finir. Mais il y a des mesures, donc pour que vous connaissez très bien le cycle de l'eau et tout ça. Donc, il faut absolument travailler à faire en sorte que les zones humides soient protégées pour qu'on s'assure qu'il y a donc l'eau se recycle. Mais lorsque on pense qu'on a suffisamment d'eau et qu'on exploite et qu'au même moment on fait disparaître les zones humides, il y a un lien étroit entre l'eau et la forêt. Donc, et les forêts disparaissent. Si vous voyez les chiffres, en matière de destruction des forêts au niveau de l'Afrique, ces chiffres-là inquiètent. Et ça va agir donc sur la disponibilité de l'eau pour les prochaines années. Donc, il faut faire en sorte qu'effectivement...
Vous n'êtes pas alarmiste là? Non, non, je suis très bien, je ne suis pas alarmiste. Parce que déjà, nous sommes en train de crier le manque, la menace, elle est partout. Et aujourd'hui, on pense que les années à venir seront encore, je ne dirais pas pire, mais voilà, plus critiques. Est-ce que vous ne pensez pas là que les populations doivent être vraiment dans l'incertitude? Non, je crois que Alain a touché un point très essentiel, c'est le cycle de l'eau. Aujourd'hui, nous devons travailler à garantir justement le cycle de l'eau. Et c'est ça qu'on a tendance à perdre de vue. C'est vrai que quand on parle d'eau, ressources, on pense qu'on en a à foison et autres. Je vous donne un exemple simple. Vous avez parlé de l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, on est enclin à attendre les pluies. Cela pose un problème sérieux. Avant même de parler des dérèglements climatiques, je dirais, toute proportion gardée, que les pays n'ont pas su faire face à ce problème crucial d'approvisionnement en eau des populations, autant dans les villes que dans les campagnes, que dans les milieux ruraux. Et c'est ça que vient aggraver aujourd'hui la question du dérèglement climatique. Quand vous détruisez les forêts, ça veut dire que vous perturbez justement le cycle de l'eau. À un moment donné, il a parlé des zones humides. C'est de ça qu'il est question. Mais si on veut ramener les débats, moi je voudrais juste pour attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance aujourd'hui du facteur accessibilité de l'eau, quels que soient les usages considérés, de l'amener avant la question cruciale des changements climatiques et aujourd'hui les exacerbations que vient entraîner le dérèglement climatique. Il faut déjà qu'on commence par assurer l'accessibilité à l'eau aux populations, que ce soit l'eau domestique, d'abord, dans un premier temps, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui la question des inondations. Parce que quand l'eau est en manque, ça pose un problème. Quand il est en surplus dans certaines zones, les inondations posent également des problèmes de santé. Vous l'avez si bien dit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on prenne le problème à cœur. Autant pour les populations en termes d'accessibilité d'eau potable et autres, autant pour les autres usages. On va en revenir par rapport à l'agriculture, à l'environnement et autres. Tout à fait. La question de la maîtrise de l'eau se pose donc ici. Vous avez pensé qu'en détruisant donc les zones humides, on ne favorise donc pas l'accessibilité à l'eau, mais il y a également la même préoccupation qui se pose, le trop-plein d'eau qu'on enregistre en un laps de temps. Qu'est-ce qui explique cela? C'est une illusion. En fait, la question des inondations, elle est liée un peu au dérèglement climatique. Mais quand on parle du trop-plein, c'est que le phénomène c'est que les précipitations qu'on avait sur une longue durée, aujourd'hui, on se rend compte que nous avons une forte quantité, mais dans une durée moins grande. Est-ce que ouais, c'est pour ça qu'on sent véritablement cette... Sinon, les inondations, par le passé, étaient cycliques. On vous dira que c'était un cycle de 10 ans ou de 20 ans, on avait ces inondations. Et les populations et les communautés, donc, s'étaient habituées à vivre avec ces inondations-là. Mais aujourd'hui, les inondations qui sont devenues donc fréquentes, qu'on observe chaque année, surtout dans les pays, donc en Afrique, les pays qui sont au niveau des côtes. Oui. Donc, on se rend bien compte que c'est donc ces phénomènes extrêmes qui sont liés donc au dérèglement du changement climatique. Et l'eau et le changement climatique sont cités comme étant les crises les plus graves que donc l'humanité va connaître dans les prochaines décennies. Et au lieu même d'en faire deux enjeux, aujourd'hui, certains spécialistes disent qu'il faut en faire un enjeu. Parce que les liens sont si étroits qu'aujourd'hui que effectivement, il faut prendre donc l'eau et les changements climatiques. Il faut voir le problème donc en termes le concept réfugié climatique, vous y adhérez? Non, absolument. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Vous allez dans la commune d'Atiébé, il y a déjà des villages qui ont disparu, ou bien à Grand Popo, il y a des villages qui disparaissent. Ça, vous parlez du Bénin? Oui, absolument. Je parle du Bénin. Donc, et quand on prend un peu l'Afrique de façon générale, vous prenez le Sahel. Le Sahel aujourd'hui vit une baisse des précipitations donc de l'ordre de 25%. On annonce qu'en Afrique de l'Ouest, au niveau des côtes, les captures de poissons vont diminuer de 50% d'ici 2050. Est-ce que vous voyez donc? Or, nous savons que le poisson, c'est l'une des principales protéines animales. Donc, et beaucoup de communautés donc, dépendent de la pêche. Et si on va plus loin, on va se rendre compte que dans les autres parties de l'Afrique, en Afrique australe par exemple, le Zimbabwe a connu la plus grande sécheresse qu'elle n'a jamais connue, et ce pays n'a jamais connu. Ça veut dire que
l'Afrique est durement touchée par ce phénomène de dérèglement climatique. Et le mal, c'est que l'Afrique n'est pas suffisamment préparée à affronter donc, ce phénomène. Et deuxième chose, l'Afrique n'a pas les moyens, les capacités pour répondre. Aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'il y a inondation, mais nous n'avons pas véritablement les moyens qu'il faut. Nos États ne disposent pas des moyens pour pouvoir faire face. Donc, vous devez avoir donc des solutions à ces préoccupations quand l'Afrique participe aux conférences sur le climat. Je veux parler des COP qui sont organisées depuis des années. On est déjà à la 23e édition et qu'on dise qu'on n'est pas préparé à affronter par exemple les questions de dérèglement climatique. Est-ce que ce n'est pas une insulte? Non, vous savez, aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut faire la part des choses par rapport donc, à tout ce qui est négocié au niveau international, aux accords pris et autres, et leur opérationnalisation au niveau des pays. Et c'est le combat que nous, en tant que société civile, nous menons aujourd'hui. Une chose, justement, est de mettre en œuvre l'accord de Paris, mais une chose est qu'au niveau des États, d'accord, par rapport à l'élaboration donc des PNA, des plans nationaux d'adaptation, par rapport donc à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, quelles sont aujourd'hui les actions concrètes qui sont menées au niveau des communautés locales, parce que c'est elles les premières victimes. Vous êtes ONG. Les communautés les plus vulnérables. Qu'est-ce que vous avez constaté en tant qu'ONG dans votre pays? Non, je pense que des actions sont faites, mais comme le dit Alain, c'est très insuffisant. Si je veux parler par exemple du Bénin, il y a déjà eu des avancées par rapport à l'intégration de la question des changements climatiques, de l'énergie et autres dans les PDC 3. Maintenant, leur opérationnalisation par rapport donc à la mise en œuvre des PAI. Et il faut un accompagnement de tous les partenaires. Il faut aujourd'hui qu'on prenne à cœur justement la question des changements climatiques et de l'eau dans une approche holistique. Il est très bien revenu là-dessus. Il ne s'agit plus de parler des changements climatiques de façon séparée et de l'enjeu de l'eau de façon séparée. Non. Aujourd'hui, la question de la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau, est une mesure intégrante d'adaptation au changement climatique. C'est de ça qu'il est question. Donc, on doit considérer tous les usages de l'eau, pas seulement l'usage domestique, l'agriculture et autres, les questions de maladies hydriques quand il s'agit donc des inondations, etc. Donc, on doit prendre en compte ce paquetage à l'endroit justement des communautés locales. Et c'est là où nous pêchons en termes d'actions concrètes. Et c'est pour ça d'ailleurs... Oui, justement, en termes d'action, qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qui se fait déjà? Au niveau du Bénin, comme je le disais tout à l'heure, il y a des actions qui sont prévues dans la PDC 3 de beaucoup de pays, c'est des papiers. De beaucoup de communes. Ça, c'est des papiers. Il y a des partenaires techniques et financiers qui accompagnent déjà des actions. Par exemple, il y a au niveau de certaines communes, pour ne pas en frustrer d'autres, il y a par exemple la question aujourd'hui de la gestion au niveau des bassins versants. Quand vous prenez le département des collines. Parce que c'est un enjeu majeur. Nous devons aujourd'hui gérer la question des changements climatiques et de l'eau par bassin versant. Parce que c'est là où tout se fait en termes d'agriculture et autres. Aujourd'hui, je pense que dans le PAG, il y a la question de l'accessibilité de l'eau pour les communautés en termes d'eau potable. Mais la question que je pose aujourd'hui en termes de société civile, c'est quelle est l'ampleur de ces actions par rapport à l'ampleur justement des problèmes. Je ne pense pas que nous soyons encore à 25% de la couverture aujourd'hui et des défis que nous devons relever. Vous avez bien cité l'exemple de l'Afrique du Sud, mais ce n'est pas concevable justement qu'on attribue cette pénurie d'eau, qu'on attribue cette sécheresse uniquement au dérèglement climatique. Ça fait des années, justement, que la question de l'accessibilité de la population en eau potable se pose. La couverture n'a jamais été à 100%. C'est pour ça que je parlais il faut faire la part des choses. Ne prenons pas seulement les changements climatiques comme juste étant les causes. Les changements climatiques sont venus juste exacerber, sont venus apporter un plus par rapport aux défis. Et nous devons nous interroger, monsieur le journaliste, au niveau de nos communes, quelles sont les communes qui sont à une couverture de 100% en termes de disponibilité en eau, rien que prenant l'usage domestique de l'eau. C'est de ça qu'il est question en fait. Alors on va revenir donc à cette préoccupation tout à l'heure. Alain Tosno, vous êtes journaliste spécialiste des questions de l'eau et de l'assainissement. Vous êtes également le coordonnateur régional du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement de l'Afrique de l'Ouest. Quand vous faites le parcours dans ces différents États, ne serait-ce que les 16 États membres de la CEDEAO ou 15, quel est le constat? Est-ce que c'est le même partout? Oui, tous les pays ont pratiquement les mêmes problèmes.
même si certains sont en avance par rapport à d'autres. En fait, c'est une question de priorisation. C'est une question de priorisation. Et je crois aujourd'hui que des efforts ont été faits en ce qui concerne les objectifs du millénaire pour le développement. Aujourd'hui, on est passé aux objectifs de développement durable. Et je crois que tous les pays ont été appelés, invités à vraiment assurer l'accès universel d'ici 2030. Fort heureusement, dans notre pays... c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que sur la question de l'eau, grâce aux objectifs du millénaire pour le développement, il y a eu des bons qui ont été faits. Et il faut le reconnaître. Des efforts énormes ont été faits, même quand on considère notre pays, le Bénin. Aujourd'hui, le gouvernement s'est engagé à réaliser cet accès universel d'ici 2021. Et je crois qu'il y a beaucoup de ressources qui sont mobilisées. Et je crois que le ministre l'a confirmé, je crois, il y a 2 ou 3 jours, je crois vendredi ou jeudi. Il y a près de 800 milliards qui sont donc mobilisés pour pouvoir réaliser cet accès universel. Maintenant, mais ce que nous relevons, c'est que si on réalise pratiquement 10 ans avant l'échéance mondiale de 2030, si on règle la question de l'accès, mais il va rester la question donc de la durabilité. Et c'est sur ce terrain-là, il faut davantage interpeller le gouvernement à se dire, ben, on va réaliser l'accès universel, on va réaliser les forages qu'il faut, mais comment faire en sorte pour qu'on puisse garantir la continuité du service jusqu'à 2030, au moment où on va faire le bilan. Parce que la question de la durabilité a été toujours une problématique majeure. Parce que quand on prenait nos communes, l'entretien des ouvrages, les pompes tombent toujours en panne. Donc il faut faire en sorte que trouver les moyens pour qu'on puisse assurer la maintenance des équipements, qu'on puisse assurer l'entretien. Et ce dispositif-là, il faut absolument travailler là-dessus. Moi, je pense qu'il aurait fallu travailler davantage sur ce dispositif avant de réaliser les forages. Parce que lorsque les forages tombent en panne, c'est que les communautés sont obligées de faire recours donc, aux sources d'eau qui ne sont pas propres, aux fleuves, aux marigots et autres, pour s'approvisionner. Ça, c'est un point du problème. L'autre enjeu, c'est qu'on va aller forer. Mais quand on fore, est-ce qu'on connaît le potentiel? Est-ce qu'on connaît? C'est ça. Parce que le véritable problème, la question de l'eau ne doit pas être aujourd'hui vue comme, bon, on a dit l'eau est disponible, on va forer, et tant qu'on trouve, on dit, bon, on continue, on exploite. Aujourd'hui, il faut absolument évaluer le potentiel qu'on a en matière de ressources en eau. Parce que vous avez l'agriculture. Quand vous prenez par exemple votre pays, le Bénin dont vous parlez, c'est quand même un état entouré de cours d'eau. Nous n'avons pas, de façon exacte. Par exemple, quand je prends la question des eaux souterraines, aujourd'hui, on ne connaît pas le potentiel. Parce que les aquifères, les nappes, on les partage avec les autres pays. Il faut une étude régionale pour savoir en réalité dans chaque pays, nous avons quoi comme potentiel. Nous n'avons pas ces chiffres. Nous avons des chiffres par rapport aux eaux de surface. Et avec les changements climatiques, on annonce qu'il y aura une diminution de l'ordre de 20 à 40% au niveau des eaux de surface. Ça veut dire qu'on va solliciter davantage... Sur quelle période? Les eaux, oui, sur la période de dérèglement climatique, les prochaines années. 2050. Donc c'est ça le problème. Donc ça veut dire qu'on va recourir donc, aux eaux souterraines dont on n'a pas le chiffre exact. On ne peut pas apprécier en fait en termes de quantité. Comme le dit le professeur Abel Afouda, que j'aime toujours citer, c'est que vous ne pouvez pas planifier ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire qu'il y a un travail qu'il faut faire donc en réalité, davantage pour savoir en réalité de quoi disposons-nous. Parce que dans le même temps où le ministère de l'eau va réaliser des forages donc pour garantir l'accès à l'eau, vous avez le ministre de l'Agriculture qui dit qu'il faut continuer donc par faire l'agriculture, qu'il faut emblaver suffisamment Et vous savez que l'agriculture est dépendante de l'eau. Tout à fait. Vous avez le ministre de l'Énergie qui veut réaliser des barrages et qui veut aussi de l'eau pour les barrages. Donc, vous avez le ministre de l'Environnement qui, lui, doit s'assurer que les ressources en eau ne sont pas polluées. D'abord, le problème est d'abord un problème institutionnel. Dans des pays qui ont adopté la gestion intégrée des ressources en eau, vous avez un grand ministre qui est patron de l'eau et qui parle avec les autres ministres, parce que tous les autres ministères sont demandeurs de la même ressource. Est-ce que vous voyez? Et il faut que ces ministres se parlent pour que véritablement on s'assure que les actions d'un ministère ne vont pas impacter. Parce que si rien n'est fait, c'est qu'un jour, les forages qu'on est en train de réaliser, on va se rendre compte qu'il n'y a plus d'eau. Et la question donc de l'approvisionnement en eau potable doit être la première priorité
par rapport donc aux autres priorités. Alors, si oui, vous ça, permettez, oui. je voudrais ajouter quelques éléments très importants à ce qu'il vient de développer, à ce qu'Alain vient de développer. En réalité, on a tendance à l'occulter. C'est vrai, on ne peut pas planifier ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est un élément très important. Le second, mais il y a les questions de la pollution. Et donc, vous avez de l'eau, mais si l'eau n'est pas en qualité, ça pose un problème. Et le troisième élément qui est important, le forage est réalisé. C'est pour ça que je parlais de couverture, du taux de couverture. Il y a un forage qui est réalisé, mais est-ce que toutes les populations ont accès à cette eau-là? Est-ce que les quantités dont ils ont besoin, les quantités journalières dont ils ont besoin sont satisfaites pour leurs usages domestiques? Si on s'en tient seulement aux usages domestiques, c'est des questions qui doivent nous amener justement. Mais en tant que ONG, puisque c'est un projet aujourd'hui qui existe et qui est déjà en train d'être mis en œuvre dans certaines régions du Bénin, pour être plus précis, est-ce que en tant que ONG, vous avez mené vos investigations pour savoir véritablement si des études préalables ont été faites, des zones bien identifiées, afin que non seulement les forages réalisés soient proches des populations et que la quantité d'eau puisse effectivement couvrir tout le monde? Non, mais il est clair qu'on ne fait pas un forage sans faire des études, c'est clair. Ça, il y a des études de faisabilité qui ont été faites, etc. Mais nous attirons l'attention. On n'est pas en train de rejeter ce qui est fait, pas du tout. Mais on est en train d'attirer l'attention sur, d'abord, la question de durabilité. Quand vous allez dans la commune de Dangbo à côté, je ne vais pas citer le village, il y a un forage, une adduction d'eau qui est là depuis et qui n'est plus opérationnelle. Et donc, les populations ont recours, justement, à l'eau de rivière. Et vous savez, donc, tous les dégâts en termes de santé qui sont liés à ça. Donc, une chose est d'avoir ce programme qui couvre pratiquement toutes les communes pour la réalisation des forages, mais une autre est de prendre en compte l'approche de la gestion intégrée des ressources en eau. C'est capital, c'est fondamental. Vous avez parlé tout à l'heure d'un élément très important. En prenant l'Afrique du Sud, c'est la même chose chez nous. De quelle quantité ai-je besoin quotidiennement? Est-ce que j'ai accès à cette quantité-là? Et quels sont les impacts, justement, du manque, de la pénurie d'eau sur ma famille, sur mon ménage et sur les autres activités? Je prends en compte, par exemple, les transformateurs agroalimentaires qui utilisent également de l'eau pour leurs activités. S'ils n'ont pas accès à l'eau, ils ne pourront pas, etc., etc. Donc, c'est une approche holistique que nous devons adopter. C'est de ça qu'il est question, en fait. Alors, Alain Tosno, vous avez tout à l'heure parlé de la gestion intégrée des ressources en eau. Comment est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez l'impression, puisque vous avez dit ici, alors que tout le monde pensait avec l'eau qui tombe du jour au lendemain, on pense que c'est illimité, vous avez dit non, que ce n'est pas illimité. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique, nous gérons de façon saine et rationnelle l'eau? Non, je le dis. Justement, c'est pour ça que je crois que tous les pays africains ont adopté la gestion intégrée des ressources en eau. Mais je crois qu'il y a des petits pas qui ont été faits, mais il faut davantage, avec la question du changement climatique, changer donc nos habitudes par rapport à la question des ressources en eau. Et c'est ça que, en fait, cette approche vient régler. Cette approche dit tout simplement qu'il faut, c'est-à-dire que réunir tous les usagers de l'eau. Vous avez autour de la ressource eau, vous avez beaucoup d'usagers. Il faut pouvoir les réunir. Il faut pouvoir savoir donc la quantité qu'on a et faire en sorte de satisfaire tous les besoins. Tous les besoins en planifiant pour s'assurer que effectivement les générations futures pourront le faire. C'est une grande tâche. Depuis 1998, notre pays a adopté cette approche. On a traîné. Aujourd'hui, je crois que on a mis en place un comité interministériel justement pour régler la question de cette approche, de cette gestion sectorielle de l'eau. Or, on ne devrait pas faire une gestion sectorielle de l'eau. Et c'est ça l'enjeu. Parce que si vous gérez pas, il y a une autre paire de manches qu'on ne soulève pas très souvent, c'est la question de la protection des ressources en eau. Parce qu'on pense que l'eau est disponible, mais si on ne protège pas, aujourd'hui, vous voyez les questions de pollution avec les pesticides et autres, je crois que Saïd l'a dit, et cette gestion intégrée des ressources en eau, si nous la suivons très bien, si cette approche, nous l'appliquons comme il le faut, on doit faire attention d'abord à la connaissance de la ressource, à la gestion donc rationnelle et planifiée de la ressource, et les questions de pollution et autres, on doit faire beaucoup attention. Mais malheureusement, pour l'instant, comme on a des problèmes donc d'accès à l'eau,
vous voyez, on se focalise, on met toute l'énergie, on met toutes les ressources pour pouvoir assurer cet accès. Ignorant que on va assurer l'accès, mais attention, si on ne protège pas suffisamment nos ressources en eau, mais on aura des problèmes, même par rapport au développement. C'est pour ça qu'au 7e Forum mondial de l'eau, qui s'est tenu en Corée, mais le thème principal, c'était l'eau pour le futur. Et l'une des principales recommandations de ce 7e Forum mondial de l'eau, c'était de demander aux États de mettre l'eau au cœur du développement. Ça veut dire que la relation qu'on a avec l'eau, même en tant que gouvernement, doit changer. C'est-à-dire qu'on doit considérer l'eau maintenant comme le principal moteur du développement. Et comme ça, on pourra changer les habitudes et toute notre relation que nous avons avec cette ressource-là. Mais aujourd'hui, nous ne percevons pas cela. Or, nous sommes dans un contexte où la pression démographique est forte. Voilà. Et quand on parle de pression démographique, ça veut dire que la demande en eau va augmenter. Et le niveau de vie également. Donc, lorsque quelqu'un change de niveau de vie, ben, vous constatez que la demande en eau, la quantité d'eau qu'il utilise, cette quantité-là devient plus importante. Et c'est pour ça qu'il faut aussi davantage sensibiliser les uns et les autres par rapport aux questions de gaspillage de l'eau. Et cela me paraît très important. Alors, le thème, l'eau pour le futur, ça revient donc aux ONG de travailler davantage à éveiller les autorités, parce que la plupart du temps, elles estiment qu'elles font ce qu'elles peuvent, mais les ONG sur le terrain doivent constater effectivement la réalité. Est-ce que, à votre niveau, vous notez qu'un changement est aujourd'hui perceptible quant à la maîtrise de la question? Oui, je crois qu'il faut déjà clarifier un élément. La société civile est là pour accompagner en fait les actions et surtout pour essayer de prendre en compte autant que se peut les besoins réels des communautés. Et je le disais d'entrée tout à l'heure, beaucoup d'actions sont faites. Ça, c'est clair, avec des résultats. Mais ce qu'on observe en termes d'insuffisance, surtout, c'est la question de la durabilité. Autant pour les infrastructures qui sont réalisées, autant pour l'accessibilité prolongée. Et le plus souvent, ce que nous dénonçons en tant qu'ONG, c'est beaucoup plus la question des projets-programmes. On vient aujourd'hui pour couvrir l'accessibilité à l'eau dans tel ou tel, mais à la fin du programme, on fait un bilan, tout le monde est satisfait, mais 2 ans après, vous revenez dans la même commune, dans la même communauté, vous constatez que les gens ont encore recours à l'eau de la rivière. Alors, parce que à ce niveau, ça pêche où? Est-ce que c'est un problème de suivi ou c'est un mauvais comportement de la population? Je pense qu'on doit changer justement notre approche par rapport à l'eau. Et c'est d'ailleurs pour ça que le forum s'est focalisé sur l'eau pour le futur. Nous devons garantir l'accès à l'eau aujourd'hui et demain. Cela suppose que ce que nous faisons aujourd'hui doit garantir l'accessibilité à l'eau, prenant en compte tous les usages. J'ai l'impression que jusque-là, on parle seulement des usages domestiques. Quand je suis agroéconomiste, quand je viens par exemple aux questions d'agriculture, mais on ne peut pas concevoir un développement agricole au Bénin ou dans la sous-région ou que vous soyez en Afrique sans la maîtrise totale de l'eau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir de meilleurs rendements en prenant en compte Dame Nature, en comptant sur la clémence de Dame Nature. Donc, en termes d'accessibilité de l'eau, en termes de maîtrise de l'eau, c'est par rapport à tous les usages qui sont concernés. Il a parlé tout à l'heure de la question de l'énergie. C'est de ça qu'il est question. Vous construisez un barrage sans vraiment maîtriser la ressource, à un moment donné, vous aurez des délestage parce que, justement, la quantité d'eau que vous espérez pour faire tourner les turbines n'est pas présente, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut d'abord sensibiliser, c'est ce que nous faisons, sur l'approche, justement, que nous devons utiliser par rapport que les gouvernants, les partenaires techniques et financiers, les ONG, même les communautés à la base. On l'a dit, le problème du gaspillage de l'eau, le problème de la pollution, de la ressource eau, etc. Nous devons sensibiliser pour qu'on change justement de comportement. Sinon, demain, nous serons confrontés tous, quelle que soit notre bonne volonté, à ce problème-là. Ne pas détruire les zones humides, ça passe par également la COP de Marrakech qui a également parlé des zones vertes aujourd'hui. La question, par exemple, des reboisements, parce que vous avez parlé du Sahel ou davantage le phénomène du changement climatique en train d'être beaucoup plus accentué. Est-ce que vous pensez que les gouvernants travaillent à protéger également les zones humides, ne serait-ce que dans les pays de la CEDEAO que vous connaissez le mieux? Oui, je crois qu'il y a un certain nombre de sites qui ont été donc identifiés par la Convention de Ramsar
Et en principe, les États devraient donc faire des efforts. Mais je pense que d'un pays à l'autre, on constate qu'effectivement que ce qu'on attend, les attentes ne sont pas comblées en termes de protection de ces zones humides. Il faut faire vraiment les efforts qu'il faut. Parce que vous avez, quand vous prenez chaque pays, quand je prends le cas du Bénin par exemple, vous voyez, il y a des villes qui sont dépendantes des eaux, c'est-à-dire que des précipitations. Vous prenez une ville comme Parakou, une ville comme Djougou, c'est les eaux de surface. Parce que là, on ne trouve pas de l'eau, il n'y a pas d'eau souterraine. On fait recours donc au barrage, aussi bien à Djougou, au barrage de l'Opara en ce qui concerne Parakou, pour pouvoir alimenter toute la ville. Dans un contexte où vous avez la ville augmente, c'est-à-dire les populations de la ville augmentent, dans un contexte où avec les changements climatiques, on aura une diminution de l'ordre de 20 à 40%, ça veut dire qu'on aura moins d'eau. Donc, on ne réussira pas à mobiliser la quantité qu'il faut pour satisfaire les besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons davantage faire attention à ces eaux humides-là pour que nous puissions avoir encore de l'eau souterraine. L'autre chose, c'est qu'il faut travailler à ne pas polluer. Parce que quand on prenait ces deux villes-là, juste ces deux villes, on se rend bien compte que si ces eaux de surface sont suffisamment donc, contaminées, polluées, c'est qu'on va investir beaucoup d'argent à vouloir dépolluer et ça va créer énormément de dépenses et ça va peut-être agir sur le prix de l'eau au futur. Parce que quand vous prenez ces régions-là que vous avez citées, c'est quand même les bassins du coton. Mais c'est ça justement, c'est pour ça que la question même, c'est qu'il faut voir l'eau de façon... c'est pourquoi je dis que notre approche par rapport à la question de l'eau doit changer complètement, même en termes de gouvernance. Parce que si vous avez donc Parakou, Djougou, qui sont dans des zones où il n'y a pas d'eau souterraine, on fait recours aux eaux de surface, on doit faire attention aux pratiques culturelles. Mais on se rend bien compte que ce sont dans ces zones-là qu'on a... Et des études ont montré que quand vous prenez le bassin de Lomé, ces eaux-là sont polluées par l'utilisation des pesticides. Donc on doit davantage donc, attirer l'attention, interpeller donc, les autorités sur la nécessité de commencer à faire vraiment attention à la question de l'utilisation des pesticides. Dans et s'il faut changer, moi je dis, on ne va pas continuer. C'est le colon qui nous a amené à faire du coton au Bénin. À un moment donné, je pense qu'il faut que les réflexions... C'est le principal produit d'exportation aujourd'hui. Mais il faut que les réflexions donc, commencent. Parce que si aujourd'hui on voit les conséquences de cette culture sur les ressources en eau et sur d'autres dimensions, je crois que, est-ce que ça nous rapporte véritablement? Je ne crois pas. Donc, il faut commencer à faire les réflexions pour qu'on abandonne cette culture-là, parce que non seulement elle contribue donc à dégrader dans tout ce qui est couvert végétal, mais aujourd'hui, de plus en plus, donc, il y a un taux fort donc, de pollution que l'on observe au niveau des ressources en eau. Et si les populations manquent d'eau pour donc, la consommation, je ne sais pas où est-ce qu'on ira chercher de l'eau. On ne peut pas aller chercher de l'eau dans les autres pays. On ne peut pas aller chercher de l'eau dans les autres pays. Et on pense que la question de l'eau, on dit que la troisième guerre donc, sera donc celle de l'eau. Ça a déjà commencé avec la Palestine et Israël. On ne le dit pas assez, mais la principale pomme de discorde, c'est parce qu'Israël n'a pas de l'eau et Israël va chercher de l'eau en Palestine. Ça risque de venir au niveau de nos États africains. Parce que si nous ne gérons pas suffisamment, c'est-à-dire de façon rationnelle, et si nous ne changeons pas notre manière donc, de voir l'eau, c'est qu'un jour arrivera où on n'aura pas de l'eau dans notre pays, on sera obligé donc d'aller faire recours aux pays voisins. Déjà, quand vous prenez, l'eau est inégalement répartie dans notre pays. Vous voyez la zone des collines, aujourd'hui Savay et autres, on est obligé donc d'investir énormément d'argent pour pouvoir donc aller capter la ressource. Parce que là-bas, il y a beaucoup de roches et autres. Donc aujourd'hui, si vous allez... les différents projets qui sont donc annoncés et qui sont en train d'être réalisés, donc on a investi énormément d'argent. Ça veut dire que la ressource, elle n'est pas aussi disponible qu'on le pense. Donc, et par rapport à ça, je crois qu'il faut commencer à faire très attention donc, à la question donc, de la protection et même de la connaissance. Il faut investir dans la recherche beaucoup davantage, chercher à comprendre, Quand vous allez dans le Koufou, vous avez des forages qui ont été réalisés pour l'eau, pour l'approvisionnement en eau potable. Mais avec le phénomène d'artésianisme, on se rend bien compte que ces forages-là, la pression est tellement forte, et vous avez ces forages artésiens où depuis plus de 10 ans, l'eau coule avec le même débit, et cette eau finit dans la nature comme ça,
on n'en fait rien. Sans être exploité. Sans être exploité. Mais ça, c'est inadmissible dans un pays où vous avez la terre, vous avez l'eau, et vous avez autour des populations qui sont pauvres. Et on ne fait rien parce que cette eau-là, depuis plus de 10 ans, moi j'ai visité ces forages artésiens, l'eau coule depuis 10 ans au même débit, mais il arrivera un jour où ça va cesser et les populations vont se retrouver sans une goutte d'eau. Sérieusement. C'est pas seulement dans le Bono, il y a également dans la région dans le plateau, dans la région de Bono, il doit y avoir forcément quelque chose comme ça. Ça nous pour nous aujourd'hui des solutions. Oui, je voudrais revenir sur un élément qui me paraît important quand on parle de coton. Je pense que c'est peut-être une erreur de se focaliser seulement sur le coton, qui pour moi a un choix politique, économique, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que le coton qui pollue. Et c'est là où nous passons à côté. Il y a le maraîchage, qui est de plus en plus aujourd'hui pratiqué partout, que ce soit en milieu rural qu'en milieu urbain, mais qui pollue dangereusement. Je ne vous apprends rien, le maraîchage est souvent pratiqué aux abords des cours d'eau. Et donc, les pesticides qui sont utilisés le plus souvent ne sont pas des pesticides recommandés en maraîchage, ce qui pose déjà un problème de présence de résidus dans les légumes, mais ce qui pose également un problème de pollution de l'environnement. Donc, il faudra aujourd'hui voir la question de la pollution de l'eau. Monsieur le journaliste, c'est fondamental, de la pollution de l'eau par les pesticides chimiques utilisés en agriculture de façon globale par une calamité pour la ressource eau elle-même, pour demain. Et c'est pour ça justement que la question de l'eau pour le futur doit interpeller tout le monde. Que faisons-nous aujourd'hui pour garantir l'eau en quantité? On en parle souvent, mais pas suffisamment en qualité. Or, c'est la qualité justement qui compte en plus de la quantité. Parce qu'au niveau de la quantité, on peut sensibiliser à réduire. On peut introduire des technologies qui permettent de réduire les besoins, les demandes. Mais si la qualité n'est pas garantie, le peu d'eau que vous avez, si vous ne pouvez pas la consommer, vous faites quoi? Donc, c'est fondamental la question aujourd'hui de la dualité, de la quantité et de la qualité. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Non, moi, je pense déjà que la première démarche, c'est déjà de réviser la vision. Aujourd'hui, la démarche qui est faite par rapport à l'eau. On a parlé justement de la gestion aujourd'hui qui ne doit plus être sectorialisée. Pendant que l'un est en train de parler de l'eau pour l'accessibilité à l'énergie, pour l'accessibilité à l'agriculture, pour l'accessibilité aux usages domestiques, l'autre ne doit pas être en train de polluer la même ressource eau. Donc, on doit rentrer dans une approche holistique de la gestion de l'eau. Et c'est ça qu'apporte justement la gestion intégrée des ressources en eau. On ne doit plus parler seulement de documents, de comités interministériels. On doit passer réellement à l'échelle terrain. Des actions sont faites. Par exemple, au niveau de l'Ouémé, du bassin de l'Ouémé, où on a aujourd'hui des maires qui sont engagés et qui prennent des actions concrètes pour non seulement garantir donc l'accessibilité, la pollution et autres de la ressource, etc. Donc c'est vers là qu'il faut aller. La deuxième chose, c'est d'introduire justement des technologies qui visent justement à réduire le gaspillage de l'eau, qui visent à dépolluer l'eau à l'échelle ménage. On n'a pas besoin forcément d'installer des machines, d'utiliser des polluants pour dépolluer, etc. Il y a aujourd'hui des technologies qui ont fait leur preuve qu'on peut introduire. Quand vous prenez par exemple au niveau du bassin de l'Ouémé, on a des crues chaque jour. On a des crues, saisonnières chaque année. Donc il faut aujourd'hui aller vers une gestion vraiment ménage de l'eau. Alain Tosno, vous êtes journaliste, vous pensez que vous communiquez déjà assez autour, parce que vous dites qu'il faut connaître la ressource, inventorier aujourd'hui les sous-sols pour savoir ce que nous avons en termes de quantité. Est-ce que vous mettez le mode de communication nécessaire qu'il faut pour que les autorités puissent vous comprendre? Bon, vous savez très bien, et vous faisiez partie de ceux-là, nous avons commencé ce combat, ça fait plus d'une dizaine d'années. Et si nous sommes encore dans le combat, c'est que nous n'avons pas encore les résultats escomptés. Et je crois que nous devons nous unir pour davantage attirer l'attention des gouvernants sur la nécessité vraiment d'investir sur la connaissance de la ressource. Aujourd'hui, il y a des procédés. Moi, j'ai suivi, il y a une société suisse aujourd'hui qui utilise des drones pour faire une cartographie de ce que vous avez en termes de potentiel. Et je pense que c'est d'abord le premier défi à relever.
il faut que nous ayons une bonne cartographie de ce que nous avons comme potentiel, comme disponibilité, pour donc commencer à planifier donc, la gestion. Ensuite, on a commencé par rapport à la gestion par bassin hydrographique. On a commencé avec le bassin de l'Ouémé. Il faut continuer avec les autres bassins. Nous avons le Mono, nous avons les autres bassins que nous avons. Il faut qu'on commence, il faut intensifier. Il faut qu'au niveau donc, du ministère de l'eau, que la gestion intégrée des ressources en eau ne soit pas, c'est-à-dire un concept encore. On a tellement sensibilisé les gens sur la question. Il faut passer maintenant à l'application de cette approche. Quand vous voyez un peu, on s'attarde, sinon on fait beaucoup plus, on s'investit beaucoup plus sur la question de l'accès à l'eau. Or, ça doit être intégré dans la GIR. Parce que si la ressource n'est pas disponible, on ne peut pas la gérer. On ne peut pas la gérer. Donc, il faut faire en sorte qu'effectivement, que aussi, les ministres se parlent. Et la question de l'eau soit au cœur du développement. Aujourd'hui, la question de l'eau n'est pas au cœur du développement. Quel est le poids du ministre de l'eau par rapport au ministre de l'énergie, par rapport au ministre de l'agriculture? C'est d'abord l'eau. Si vous n'avez pas l'eau, vous ne pouvez pas faire autre chose. Donc, je crois que, imaginez, même les industries, si vous n'avez pas l'eau, vous ne pouvez même pas avoir de la bière. Mais si vous n'avez pas l'eau, vous ne pouvez pas faire de l'agriculture. Donc, la question de l'eau doit être une question centrale. Et les gouvernants doivent faire en sorte que, effectivement, que cet enjeu, c'est-à-dire gagne en priorité. Et que les questions de pollution, par exemple, soient véritablement une priorité dans tout ce qu'on fait, dans les actions qui sont entreprises. Pour nous, la question de pollution n'est pas encore suffisamment... c'est comme le dossier de faux médicaments et autres là. On doit attaquer la question de la pollution aujourd'hui avec la même énergie et avec les mêmes ressources. En tout cas, Saïd Hunkpourou, est-ce que vous pensez que l'Afrique est la grande victime aujourd'hui des dérèglements climatiques? Mais on l'a dit tout à l'heure, oui, évidemment, puisque déjà nous avons des problèmes par rapport à l'accessibilité de l'eau. Puisque l'Afrique n'est pas aussi industrialisée que le reste du monde. Non, il n'y a pas contraste. C'est pas une question d'industrialiser. C'est une question de est-ce que les populations ont accès à l'eau en termes de quantité et de qualité? La réponse est non. Et aujourd'hui, les projections climatiques nous apportent l'évidence claire et nette que si rien n'est fait, cette mobilisation de l'eau va diminuer. Et qui parle de mobilisation de l'eau va diminuer, va parler forcément de l'accessibilité. D'où justement le risque de conflit entre les différents usages, le risque de conflit entre les États. Parce que si imaginez, on partage la même ressource eau. Un État décide, pour son énergie, d'installer un barrage sans tenir compte de l'autre État. Qu'est-ce qui va se passer? Ça se passe aujourd'hui entre le Soudan et l'Égypte, le barrage du Nil. Alors, et même entre le Bénin et le Togo, on ne le dit pas. On ne le dit pas parce que la création ou la mise en place d'un nouveau port à Lomé a des impacts sur la pêche au niveau du Bénin. Donc ça commence déjà comme ça. On n'a pas aussi parlé des communautés qui vivent au bord de la mer. Parce que les changements climatiques, avec les changements climatiques, on a aussi une hausse du niveau de la mer. Et la moitié de l'humanité vit à 60 km des côtes. La moitié de l'humanité vit à 60 km des côtes. Or, cette hausse de température donc, a une conséquence sur aussi l'avancée du niveau de la mer. Et cela, il y a beaucoup de communautés qui seront obligées de se déplacer. Il ne faut pas attendre le pire. Il faut déjà commencer à faire déplacer les populations qui vivent au niveau du bordure de la mer. Et c'est pour ça qu'il faut investir dans la recherche pour pouvoir donc mieux maîtriser le phénomène et voir comment déplacer les personnes. Sinon, du jour au lendemain, on va se retrouver avec... Alain Tossoulou, merci. C'est un pan du sujet sur lequel on va revenir forcément, les côtes africaines menacées. Parce qu'on sait que lorsque, aujourd'hui, nous parlons de sécheresse et autres, mais quand c'est des inondations, on sait également les conséquences. Merci donc à vous. Merci également à vous, Saïd Hunkpourou, directeur exécutif de IDID ONG. À chacun et à tous. Merci donc de nous avoir suivis. C'était donc votre émission ici et ailleurs consacrée donc à la question de l'eau et sa gestion surtout en Afrique. Savoir si le continent est donc la grande victime du dérèglement climatique. À très bientôt pour une autre émission sur SICA.